Pardon, il n'y avait pas le micro. Merci, monsieur. Euh, Nouveaux antibiotiques. Alors, nouveaux antibiotiques en 20 minutes, c'est un petit peu difficile, mais je vais essayer de respecter le temps. Et donc, inexorablement, je vais faire des choix. Je vais faire des choix arbitraires pour ne vous parler finalement que des nouvelles molécules, certes, des molécules récentes, mais dont nous avons une certaine expérience dans l'utilisation pratique. Et donc, je ne vais pas m'engager à vous parler des molécules qui sont dans le pipeline et qui ont peut-être un devenir hypothétique, c'est-à-dire que vous savez très bien qu'une molécule dans le pipeline n'arrivera pas forcément sur le marché, la commercialisation. Donc je vais uniquement me concentrer sur des molécules que nous utilisons dans notre pratique quotidienne dans le cadre des souches multirésistantes. Alors j'ai intitulé volontairement mon topo de nouveaux antibiotiques, oui, mais pour quels usages? Et donc l'essentiel de ma présentation va consister à vous dire voilà les molécules dont nous disposons et voilà surtout dans quelle situation nous les positionnons en pratique clinique. Donc c'est plutôt un topo très pratico-pratique. Alors, vous connaissez effectivement cette diapositive de la liste conçue, préconisée, construite de la priorisation finalement des molécules antibiotiques à privilégier en fonction des profils de résistance. Vous avez vu qu'il y a un certain nombre de critères qui ont été énoncés, des critères de pondération pour essayer de prioriser effectivement les axes de recherche principaux. Et dans ces éléments de priorisation, vous voyez bien qu'il y a des éléments de facteurs de morbimortalité de ces bactéries multirésistantes. Vous en avez très bien parlé tout à l'heure sur le poids que font peser ces bactéries sur le risque de mortalité de nos patients, mais également le risque de diffusion communautaire ou hospitalière, etc. Et quand on voit, non pas le tiercé gagnant, mais les 10 premières, finalement, bactéries pour lesquelles nous avons un besoin impérieux de nouvelles molécules, on est essentiellement dans les grammes négatifs, que ce soit les entérobactérales ou les non-fermentants, avec finalement les premières molécules cocciques, soit Enterocoque faecium, vancomycin ou Staph metthier, qui arrivent secondairement. Donc si on se concentre dans un premier temps de ma présentation sur les nouveaux antibiotiques ayant un spectre d'activité anti-gram négatif, vous connaissez également sans doute ces éléments-là de présentation en fonction des mécanismes de résistance, des mécanismes de résistance enzymatiques, puisqu'il y en a bien d'autres, hein, vous connaissez les phénomènes des flux, etc., peu importe, vous connaissez ça aussi bien, voire mieux que moi, mais si on regarde effectivement en fonction des profils de résistance via les phénomènes enzymatiques, on voit qu'on a deux zones véritablement problématiques en rouge. Les métallo-bétalactamases dans les NDM, pas exclusivement, et puis le problème de la Cinétobactère, voire pour nous aussi Stenotrophomonas maltophilia. Donc ça, c'est un sujet relativement important, et c'est là-dessus qu'il faut à l'avenir aussi axer les éléments de recherche. Alors, j'ai dit que je ne parlais pas du pipeline, mais quand même, dans l'actualité extrêmement récente, parmi les inhibiteurs de bêta-lactamase dont je vais vous parler, du moins les associations aux nouveaux inhibiteurs, il y en a de nouveaux qui sont dans des voies de recherche relativement avancées. Le tanibobactam, qui aura sans doute vocation à être associé au cefepime, du moins c'est comme ça que c'est designé actuellement. Et vous voyez que ça apporte un bénéfice sur les NDM, mais pas forcément toutes les sous-classes. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de NDM d'ores et déjà pour lesquels il y a une résistance naturelle. Et puis xeruborbactam, alors il faut s'habituer à dire tout ça, ça va être un challenge, hein, quand vous commencez à vous habituer aujourd'hui, mais voilà, en association cette fois-ci au méropénème. Et là, c'est pareil, c'est quand même un spectre très très large, parce que contrairement à la précédente, vous voyez que ça a une activité vis-à-vis de NDM, VIP, IMP, etc. Mais on a déjà appris à sélectionner des mutations de résistance avec cet inhibiteur-là, avec émergence d'IMP particulier dans les sous-types que vous voyez là. Donc, ce n'est pas non plus à panacée. Attention au mode d'utilisation de ces molécules, parce que c'est la grande course en avant de nouveaux modes de résistance, de nouveaux antibiotiques. Demain, il y a une adaptation et on recommence le travail. Alors, pour l'abord pratique de l'antibiothérapie des bactéries difficiles à traiter, des bacilles gram-négatifs, on a des recommandations internationales avec toutes les limites des recommandations énoncées hier par le professeur Jean-Paul Salle, mais quand même, il faut bien s'appuyer sur des éléments de guidelines. Donc on a des recos américaines, des recos européennes, et la France a un peu l'habitude, vous
savez, la France, ça ne marche pas comme le reste du monde. On a un peu l'habitude de faire notre propre position statement, de dire, bon, ouais, c'est peut-être bien, mais on va quand même dire. Voilà, donc on a fait un petit diaporama de synthèse pour décrire comment nous voyons un petit peu les choses vis-à-vis de ces nouvelles molécules. Alors je vais en citer quelques-unes en revue, mais rassurez-vous, ça ne sera pas une revue à la Prévert, une liste très longue, mais au moins céftolozane, tazobactam. Alors je suis venu sans connaître éventuellement la disponibilité éventuelle de ces molécules dans votre pratique courante. J'étais en Tunisie il n'y a pas très longtemps, ils ne disposent que de ceftazidime, avibactam et astréonam, mais on pourra en discuter le cas échéant. Donc céftolozane, tazobactam, pour nous, c'est une molécule essentiellement positionnée sur les Pseudomonas aeruginosa multirésistants et en particulier carbapénem résistants. Alors nous avions une définition de la multirésistance qui était assez ancienne, datant de la définition de Majorakos en particulier en 2012, publiée en 2012, sur la notion de MDR et de XDR PIO. Voilà, donc sur des définitions liées au nombre de molécules impliquées dans la résistance. Ça a été un petit peu réactualisé tout ça depuis 2018 et désormais on ne parle plus de MDR, XDR, on parle de PIO résistant difficile à traiter, DTR. D'accord ? Et donc l'évolution de cette notion de DDR a intégré l'arrivée des nouvelles bêta-lactamases associées aux inhibiteurs de bêta-lactamase, aux bêta-lactamines associées aux inhibiteurs, et qui constituent un axe de recherche majeur. Donc quand on prend effectivement cette activité de céftolozane tazobactam sur le PIO en général, vous voyez que sur une collection de souches de 502 souches, effectivement en ayant des valeurs de CMI 50 et 90 définies en particulier par le CAST pour ce qui nous concerne, on a un bon niveau de sensibilité, mais ce qui nous intéresse beaucoup plus, alors je n'ai pas la flèche pour vous aider à suivre, mais vous voyez que sur les souches de PIO qui sont résistantes à la ceftazidime, on reste avec cette nouvelle molécule active dans 68% de ce profil de souche. A l'inverse, et pour celles qui nous intéressent, que j'ai mis en rouge, les PIO résistants au carbapénem, en l'occurrence au méro, on garde malgré tout une fois sur deux, 45,7% des cas, un bénéfice de cefto-tazo. D'accord ? Attention, ce n'est pas 90%, c'est une fois sur deux, quand on était en impasse, on a le bénéfice surajouté de cefto. Voilà. Et sur les souches anciennement dites XDR, on est à peu près au même niveau. Alors en France, très concrètement, pareil, sur un certain nombre de souches, vous voyez le pourcentage d'activité, 64% d'activité attendue céftolozane sur les souches MDR, respectivement XDR, et à l'inverse, les souches multisensibles, évidemment, sont totalement sensibles à céftolozane. Alors, est-ce que ça marche bien dans les données in vivo et quels sont les attendus en termes PKPD de concentration de ces molécules là où on cherche à les utiliser, notamment dans le liquide alvéolaire, dans les pneumopathies de ventilation, des patients graves avec des pneumopathies de ventilation mécanique à PIO. Et on voit qu'on a des concentrations, effectivement, dommage qu'on n'ait pas la flèche, mais vous suivez à peu près les éléments. Vous voyez, sur des modalisations d'administration au double de la dose initiale qu'on utilisait, c'est-à-dire 2 grammes, 1 gramme au lieu de 1 gramme 500, quand on l'utilise à ces doses-là de manière cumulée sur 6 doses, on voit effectivement qu'à 8 heures, sur la courbe bleue, on a des concentrations ELF last dose, on a donc dans le fluide alvéolaire, on a des concentrations qui sont au-dessus effectivement de la CMI, donc on passe 100% du temps au-dessus de la CMI dans ces conditions, qui est l'indicateur PKPD de référence sur les bêta-lactamines, comme vous le savez. Donc c'est intéressant, et on a des ratios concentration dans le sang versus ELF qui sont satisfaisants de l'ordre de 50%, et surtout très important, ce qu'il faut toujours penser à regarder, qui sont homogènes entre les deux molécules. Vous avez vu que c'est une association. Et donc, si vous n'avez pas les deux partenaires qui arrivent de manière aussi efficace l'une que l'autre, à même concentration aussi de l'infection, on risque d'avoir des difficultés. Bon, je passe rapidement, pardon. Cette diapo... Alors, c'est bien d'avoir des nouvelles molécules, mais il faut les utiliser de manière optimisée. Le deuxième élément qui est extrêmement important dans les notions d'infection difficiles à traiter pour nous, c'est la perfusion continue. D'accord ? Et donc, on ne respecte absolument pas les recommandations initiales de ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché. On va bien au-delà. Et vous voyez que le seul moyen d'être 100% au-dessus de 4 fois la CMI 100% du temps,
c'est d'utiliser la voie du haut avec les petits triangles qui correspondent aux 6 grammes par jour perfusion continue, alors que quand vous l'utilisez de manière discontinue, y compris en perfusion prolongée de 4 heures, ce qui est quand même un des éléments de référence, vous voyez que vous êtes quand même en dessous pour le cut-off, pour le breakpoint de 4 mg litre pour ceftolozane sur le PIO. Donc ça, c'est aussi une notion d'optimisation qui est extra. C'est pas tout d'avoir la bonne nouvelle molécule avec une sensibilité validée par votre microbiologiste, il faut aussi l'utiliser de manière complètement adaptée et d'emblée. Alors, voilà. Bon, alors je passe très rapidement. Du coup, ça c'est ce que vous retrouverez si vous allez sur le site de la SPIF, le diaporama de positionnement. Ceftolozane, c'est pour nous, en cas de résistance au carbapénem pour le PIO. Et si on a des souches cefto-tazo-R, on est sur d'autres profils de molécules qu'on teste en parallèle, notamment cefidérocol et puis d'autres inhibiteurs de bêta-lactamase. Donc ça se présente un petit peu comme ça. Je vais essayer d'accélérer, puisque vous avez compris, si j'arrive à passer les diapos, elles sont rebelles. Association d'antibiotiques, on n'a pas démontré de bénéfice, donc plutôt la monothérapie. Plutôt une très bonne monothérapie qu'une bithérapie délétère, ou associée à un antibiotique avec une toxicité sans bénéfice vérifié. Je pense notamment aux aminosides. Deuxième molécule, rapidement, ceftazidime avibactam. Alors, il faut avoir à l'esprit, effectivement, cette classification-là. Hein, quand on parle carbapénémase, il faut connaître un petit peu ces niveaux de classe. Et celle qui nous intéresse, la classe A, c'est vraiment les KPC essentiellement, pour ce qui nous intéresse, c'est les BLSE. La classe B, ce sont celles dont j'ai parlé tout à l'heure qui nous embêtent, les métallo-bêta-lactamases. La classe C, les AMP-C. Et la classe D, c'est celle qui va intéresser ce profil de molécules, et en particulier les OXA48. Donc, nouvelle molécule dans la famille des inhibiteurs de bêta-lactamase, la vibactam, mais finalement pas d'activité intéressante sur les NDM. Vous avez vu, c'était le trou de tout à l'heure. Donc nous, on l'utilise essentiellement vis-à-vis des résistances identifiées de type OXA48. Vous voyez, un peu comme tout à l'heure, à l'instar de tout à l'heure, Cefta-Avi, finalement, sur les souches qui sont d'emblée résistantes à Cefta, eh ben, on se retrouve avec un bénéfice de 65% de sensibilité sur les souches Cefta-R, alors que pour toutes les autres molécules habituellement utilisées, c'est la dégringolade en dehors de colistine et amicacine. Donc finalement, c'est vraiment sur ce type de mode de résistance que l'on agit. Bon, les données en clinique et le bénéfice mono versus bithérapie, pas de différence significative dans les méta-analyses. C'est pour insister sur l'information de tout à l'heure. Là, je vais passer super vite. Je vous en ai présenté deux. Une anti-PIO, multi-R, une anti-carbapénémase OXA48. Donc déjà, on a ces deux éléments. Alors quand on ne s'en sort pas et qu'on est plutôt sur des molécules, sur des résistances de type KPC, on teste en parallèle tout ça un peu simultanément, parce qu'on ne va pas tester les uns après les autres, sinon vous arrivez à 10 jours au moment où vous avez la solution. Donc on teste en même temps. Donc Mérovabor, c'est une molécule effectivement que l'on a à disposition, et plutôt orienté anti-KPC, comme je vous l'ai dit. Voilà, donc on le positionne sur ces mécanismes-là de résistance. Oui, là, je vais beaucoup plus vite. Imipenem, relebactam, exactement même combat. Une carbapénem avec un autre inhibiteur de bêta-lactamase. Et là, vous voyez, on est essentiellement aussi sur KPC et BLSE, mais sur les BLSE, on n'a pas véritablement de problème majeur. Quatrième molécule, le cefidérocol. Je ne sais pas si vous en aviez entendu parler ou intégré, etc. Mais en tous les cas, c'est la seule molécule, c'était jusqu'à peu de temps la seule molécule directement utilisable potentiellement sur les phénotypes de résistance de type NDM. Là aussi, vous voyez, dans l'urinaire, dans les pneumonies liées aux soins, dont les PAVM et les infections ABGN carbapénem résistants, mais vraiment quand il n'y a aucune alternative, donc ce sont des molécules de dernier recours pour nous, qu'on utilise véritablement quand on n'a aucune autre solution au final.
Je passe sur les données PKPD pour gagner du temps, mais quand même une information extrêmement importante, s'il y a des microbiologistes dans la salle, c'est que c'est compliqué de nous donner des CMI, et les CMI que l'on donnerait sur des disques en diffusion, etc., ne sont pas valides sur les bandelettes, etc., et que finalement il faut de la microdilution, sinon rien, et sinon on va dire des bêtises. C'est-à-dire qu'une fois sur deux, on va dire sensible, ou à l'inverse, on va dire résistant, et on est à côté de la plaque. D'accord ? Donc il faut vraiment travailler en microdilution pour donner des résultats satisfaisants. Est-ce qu'il me reste 5 minutes ? Oui ? Oh là là, très bien. Alors, merveilleux, mais il faut me décompter du temps parce que j'arrive pas à passer les diapos. Voilà. Donc, voilà. Plasomycine, j'en parle pas parce que ça a fait un peu plouf. C'était un peu bien parti, vous voyez, des courbes d'utilisation de plasomycine ou colistine au choix dans un essai randomisé en association au méro-tigé. Il semblerait que sur effectivement l'évolution de survie sur ces bactéries multirésistantes et sur des PF, ça marchait bien, et qu'en plus, quand on regarde sur la tolérance, il y avait un taux, effectivement, alors que c'est une aminoside, d'insuffisance rénale bien moindre avec plasomycine, mais finalement arrêt de l'étude prématurément par défaut d'inclusion, ça traînait, et je crois que la molécule est complètement à l'arrêt dans son développement aujourd'hui. C'est un petit peu embêtant. Et puis on bricolait jusqu'à présent en France sur les NDM, quand le céphidérocol ça ne marche pas, et bien malgré tout, on utilise l'association Avibactam astreonam, mais on n'avait pas Avibactam astreonam, et donc on bricole en faisant Cefta Avi plus astreonam pour avoir cette association un petit peu synergique sur les NDM. Et bien depuis peu, mais ça vient de sortir, nous avons une molécule avec une spécialité, Astreonam avibactam, donc on appelle chez nous le Amblaveo, qui vient d'avoir un accès précoce post-AMM depuis le 16 septembre 2024 et qu'on utilise dans ces situations également, enfin, qu'on est susceptible d'utiliser dans ces situations terribles. Donc en résumé, voilà un petit peu comment se présente la famille des nouveaux antibiotiques et leur positionnement tel que je voulais très rapidement résumer. Excusez-moi d'avoir été très vite et peut-être que c'est trop d'informations en peu de temps, mais bon, le diaporama évidemment est à votre disposition. Je passe là-dessus, simplement pour dire association on ne fait pas. Un mot sur les anticocygrammes plus tout de même. Vous connaissiez la Vanco, la Teico, la Dapto, etc. Et puis il y a les lipoglycopeptides long-acting à longue durée d'action et nous qu'on a tendance à utiliser régulièrement. Alors il y a un problème de coût. Vraiment, il faut me donner 3 minutes parce que je n'arrive pas à passer les diapos. Je dois être moins bien adapté que tous mes petits camarades avant. Non, mais là, où on vise ? Vous visez quoi ? Les verres, les bouteilles, le centre ? Il faut éviter les bouteilles. Ben oui, c'est logique, c'est toujours ça d'ailleurs. On évite toujours les bouteilles. Mais à la SPILF, c'est ce qu'on essaye de faire régulièrement, d'éviter les bouteilles. Voilà. Alors, mais on n'y arrive pas toujours, je dois le reconnaître. Certains peuvent en témoigner. Voilà. Je vais vous aider, vous êtes adorable. Ah ben, ça va aller beaucoup plus vite. Voilà, ah ben parfait. Bougez plus. Voilà, alors. Ouais, non, revenez un poil en arrière. Encore. Voilà, bougez plus, c'est parfait. Vous voyez que longue durée d'action, une dose de 1 gramme en perfusion de 30 minutes, on refait ça une semaine après, et si on fait 2 doses à une semaine d'intervalle, on est bon en concentration efficace jusqu'à J42. D'accord ? Donc avec 2 doses, vous faites 42 jours. Essayez d'imaginer les situations d'infection staphylococcique, infection sur matériel, endocardite, etc., dans lesquelles tout ça pourrait bien nous rendre des services. Ça n'empêche pas de faire une bithérapie, une association, de donner de la rifampéros, mais en termes de voie veineuse, de perfusion à domicile, etc., c'est plié, c'est fini et vous rentrez à la maison. D'accord ? Donc monsieur, effectivement, si vous pouvez nous passer, voilà, là, hop, juste la suivante, vous êtes parfait, vraiment, on va vous garder, vous êtes vraiment parfait, monsieur. Et donc, une dose de 1,5 g, 15 jours après une dose de 1,5 g, et qu'est-ce qu'on fait ? Soit on veut s'arrêter là, on fait moins d'1 mois prévu de durée de traitement et on ne dose pas, on ne fait rien, on a fait le boulot et on sait qu'il y en a largement plus qu'il en faut pour avoir traité le patient. Si on s'était dit qu'on voulait traiter au-delà d'un projet de 6 semaines, à ce moment-là, on fait un dosage plasmatique.
Soit on est à plus de 8 et on est encore beaucoup trop haut, on fait le dosage une semaine plus tard pour retarder les administrations, soit on est inférieur à 8 et on réadministre. D'accord? Donc ça, c'est pour les durées de traitement prolongées. Mais vous voyez là, il y a un côté confortable à l'utilisation de cette molécule, extrêmement bien tolérée. Ce n'est pas du tout la vanco. Et diapo suivante, s'il vous plaît. Merci, ça marche mieux avec vous. Il y a un truc, il faut un fluide. Et donc, juste pour dire que j'ai la chance de coordonner effectivement un essai randomisé en France avec cette molécule-là, avec un lien d'intérêt de fait. C'est un lien d'intérêt dans la mesure où je suis le coordinateur principal de cet essai, mais simplement pour vous en dire un mot, c'est dans les infections sur cathéter, les bactériémies à staph doré sur cathéter. Évidemment, il faut virer le cathéter, que ce soit une chambre implantable, un cathéter périph, un PICC-line, etc. On l'enlève. Et vous savez que globalement, le standard, c'est 14 jours d'antibiothérapie anti-staph pour traiter une bactériémie à staph doré. D'accord? Et là, on fait une dose unique et terminé. Donc on fait un essai randomisé, une dose le jour où on a enlevé le CAT versus le standard of care, c'est-à-dire ce que vous voulez, hein, la cloxacilline, la céphazo, etc. Et on compare 14 jours standard of care versus une dose unique. Et je reviendrai dans un an peut-être pour vous donner les résultats, si vous m'invitez. Diapo suivante, et je pense qu'on arrive au bout. Vous pouvez passer, merci beaucoup. Juste la dernière, j'arrive au bout, allez-y. Un mot, mais ça, c'est pas une nouvelle molécule, mais Fidaxo, simplement pour dire qu'en France, dans la colite pseudomembraneuse, puisque post-antibiotique, il n'y a plus aucune place pour le métronidazole. D'accord? Et vous voyez que le métronidazole, alors ce sont des recos européennes, c'est, vous voyez, le standard of care de base, on fait Fidaxo ou Vancoperos. Dans les gens à très haut risque de récurrence, notamment les personnes âgées, les insuffisants rénaux, les gens qui continuent les antibiotiques, etc., c'est soit fidaxomycine, soit Vanco ou Fidaxo, plus un anticorps monoclonal. Et vous voyez que métronidazole, c'est uniquement quand on ne dispose pas de ces molécules et parce qu'on sait que ça a un petit peu tendance à moins bien marcher. On a tendance à dire un petit peu chez moi, si c'est ta maman, tu mets Vanco ou Fidaxo, si c'est ta belle-mère, tu mets Flagyl. Voilà, bon. Mais ça doit rester entre nous. Alors, on peut passer à la diapositive terminale, je crois. Et comme ça... C'est fini, c'est la dernière. Voilà, merci beaucoup.